Meta AI is the personal AI that's tailored to you, now with its very own app. It's built to get to know you, offering helpful answers and inspiration. Looking for something to add to your bucket list? Meta AI goes beyond traveling the world. It remembers you're a basketball fanatic and suggests you attend one of the playoff games. Just start typing or speaking to get the answers you need, wherever and whenever, because Meta AI is your personal AI. Download the Meta AI app, now available on the Apple App Store and Google Play. Look around. You can find cars like these on AutoTrader, like that car riding your tail. Or if you're tailgating right now, all those cars doubling as kitchens and living rooms are on AutoTrader too. Are you working out and listening to this ad at the same time? Well, multitasking pro, cars like the ones in the gym parking lot are for sale on AutoTrader. New cars, used cars, electric cars, maybe even flying cars. Okay, no flying cars, but as soon as they get invented, they'll be on AutoTrader. Just you wait. AutoTrader. Salut à toutes, salut à tous. Deuxième étape du Tour de Suisse aujourd'hui. Un Tour de Suisse où c'est un Français qui est le leader, Romain Grégoire, vainqueur hier de la première étape. Aujourd'hui, bon, ça devrait aller, je pense, pour garder son maillot de leader, son maillot jaune, parce que l'étape est vallonnée, mais pas très très difficile. Elle fait 177 km entre Aaru et Schwarzy. Et le début est plutôt plat, il y a quelques petites ascensions, mais rien de vraiment terrible. Il faudra attendre le kilomètre 117 pour voir le début des hostilités, avec déjà le sprint intermédiaire, puis l'ascension du Gugelsberg, 5 km 300 à 4,3%. Ensuite, il y aura une descente, puis un petit mur de 1 km 500 à 7%, un col de 3e catégorie. Ensuite, on aura une partie de vallée avec le kilomètre Tissot et ces 2 sprints consécutifs qui rapportent des petites secondes bonus. Puis, un dernier mur avec Rechstalten, 1 km 600 à 6%. Ça sera à 17 km de l'arrivée. Ensuite, on aura encore du plat, puis une dernière ascension finale de 5 km, mais à seulement 3% de moyenne, avec 500 derniers mètres plutôt en descente. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'être un gros grimpeur aujourd'hui pour voir la ligne d'arrivée avec les meilleurs. Et donc, scénario très incertain. Hein. Est-ce que les sprinteurs qui sont présents vont être capables d'être là dans le final? Les coureurs comme Arnaud Delis, qui semble être un des favoris du jour, si ça arrive tous ensemble évidemment. Henry Hulig, le sprinter de l'Alpecin de Koenig. On a Madis Mikkels, pour l'IF Education Easy Post, Lewis Aski pour la Groupama FDJ. Ben Swift pour l'Ineos Grenadier, qu'on a vu pas mal dans les ascensions hier. Ben Swift, il faisait partie de l'échappée. On a Jordi Meus pour la Red Bull Boandransgro, accompagné de Danny Van Poppel. Ça aussi, c'est un beau duo de sprinteurs qui pourrait avoir son mot à dire aujourd'hui. Pavel Bittner pour la Picnic Post-NL. Voilà les meilleurs sprinteurs qui sont présents dans ce groupe. Ou alors, est-ce que ça sera un d'eux qui va s'imposer ou est-ce que ce sera plus un puncher comme Romain Grégoire ou comme tous les autres punchers qui sont là, qui sont nombreux. Marc Hirschi, Julien Alaphilippe évidemment pour la Tudor. On a Paul Lapera pour la Decathlon, Nelson Poles pour l'IF, Andrea Baggioli pour la Lidl Trek, Pablo Castrillo, Oscar Only pour la Picnic Post-NL. Bref, il y a du beau monde. Vraiment, ça serait trop long là, de faire la liste de tous les sprinteurs potentiels. Israël Première Tech aussi une belle équipe avec Joseph Blackmore, avec Mathieu Recitello, Michael Woods. Donc voilà, pas facile de savoir qui va s'imposer aujourd'hui dans cette deuxième étape du Tour de Suisse. La chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Roland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Et c'est parti. Et évidemment, il existe un autre scénario qu'un sprinter ou un puncher. C'est une échappée qui va au bout comme hier. Mais peut-être qu'on va être un petit peu plus vigilant qu'on ne l'a été hier en laissant partir tout ce beau monde. Il faut dire que c'était très 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 décousu hier. Dans les ascensions, il y en avait de partout. Et au final, une échappée s'est formée un petit peu sans le vouloir. Aujourd'hui, ça devrait être différent parce que ça va être plat pendant très longtemps au début. Et puis à noter qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire, la commémoration des 2 ans de la mort de Gino Meder, champion suisse décédé sur ce Tour de Suisse. Et bien sûr, pas mal d'hommages lui sont réservés, lui et puis pour son équipe de la Bahreïn Victorieuse. C'est aussi une journée un petit peu importante pour ces coureurs-là, évidemment, qui voudront peut-être se montrer en son honneur. Pour l'instant, on a des coureurs qui tentent d'attaquer. Pour prendre l'échappée, justement, on a un trio là qui est un petit peu sorti, avec, on le reconnaît tout de suite, avec son maillot de champion de Suisse. C'est Maro Schmidt qui est parti avec un autre Suisse, Sylvain Dillier de l'Alpecin de Koenig. Et puis pour l'Intermarché Venti, c'est Jonas Rutsch qui est sorti. 3 coureurs qui sont partis un petit peu dès le début. Est-ce qu'on va voir ce scénario classique d'une échappée faite très rapidement ou est-ce que ça va se batailler un peu plus là? Il y a d'autres coureurs qui tentent d'y aller. Il y a d'autres coureurs qui tentent d'y aller, de ne pas laisser ces 3 là devant qui ont une quinzaine de secondes d'avance. Mais on laisse sortir personne d'autre de la part du peloton. On a laissé ces 3 là qui sont déjà des 3 bons rouleurs, 3 bons coureurs.
Et on a appris sa leçon d'hier et on veut laisser partir personne d'autre pour l'instant. Malgré les tentatives d'autres coureurs, ça ne sort pas. Et on a un trio à l'avant qui tente de creuser l'écart malgré le rythme un petit peu rapide du peloton derrière à chacune de ses attaques pour les rejoindre. C'est fait, l'écart est définitif. Là, on va approcher des 2 minutes alors qu'on est à 162 km de l'arrivée. On est donc parti depuis 15 km et on a 3 hommes en tête avec Mauro Schmid, Sylvain Dillier et Jonas Ruch, un coureur pour la Jayco Alula, un coureur pour l'Alpecin de Koenig et un coureur pour l'Intermarché Venti. Dans le peloton, on a une équipe déjà qui se met en tête et qui contrôle. C'est la Red Bull Bora Hansgrohe, l'équipe de Jordi Meeus et Danny Van Poppel, qui clairement, à mon avis, travaille pour ces deux coureurs-là. On a aussi évidemment Vlasov, qui a perdu un petit peu de temps hier par rapport même à Joao Almeida et les autres. Il avait terminé une 20e de seconde derrière. Et puis on a aussi Roger Adria dans cette équipe, qui c'est un genre de finale qui pourrait convenir aussi à l'Espagnol. Donc il y a plusieurs cartes à jouer du côté de la Red Bull et c'est pour ça que c'est cette équipe qui décide de contrôler l'échappée de 3 hommes qui est parti dès le début et que personne d'autre n'a pu rejoindre malgré quelques petites tentatives. Étape des plus classiques aujourd'hui, hein. Vraiment comparé à hier où c'était le bordel, on peut se le dire, dans les 2 premières heures d'étape, là c'est tout le contraire. L'écart qui n'a jamais dépassé bien plus des 2 minutes, qui est plutôt désormais au niveau des 1 minute 30, qui a redescendu un petit peu sous l'effort de la Red Bull et aussi de la Picnic Postenel. Du côté de la Picnic Postenel, on travaille peut-être pour Paul Bittner, la Sprinter, ou pour Oscar Only, leur puncher. Là aussi, il y a 2 cartes. Voire Warren Barguil, qui est plutôt leur leader du classement général. On est à 100 km de l'arrivée. Et on a largement le temps de faire un focus sur un des échappés. Et on va s'intéresser au champion de Suisse, Mauro Schmid, parce qu'on l'a déjà vu cette saison remporter une classique, si vous vous rappelez bien. Et si vous étiez avec moi dès le tout début de 100% cyclisme, Mauro Schmid, il a remporté la Cadel Evans Great Ocean Road Race, la première classique World Tour de la saison qui a lieu en Australie. Et donc pas souvent qu'on voit un vainqueur de classique comme ça dans une échappée matinale. C'était la 7e victoire de sa carrière à Mauro Schmid et la 2e au World Tour, puisqu'il avait déjà remporté une étape, c'était sur le Giro en 2021. Une échappée qui était allée au bout et il avait remporté un sprint à 2 là, avec Alessandro Covi qu'il avait devancé dans le final. Sinon, il a gagné quelques autres courses, mais bien moins prestigieuses. Et l'an passé, il a donc remporté la course en ligne du championnat de Suisse, d'où ce beau maillot rouge avec une croix blanche au milieu pour Mauro Schmid, coureur qui a 25 ans et qui a commencé plutôt sur le tard. Il a rejoint en 2021 la team Kubeka Next H, l'équipe sud-africaine qui depuis a plutôt disparu. C'était en 2021, il signait là son premier contrat avec une équipe World Tour. Auparavant, il évoluait en division continentale. Il a rejoint ensuite la Quick Step en 2022 où il est resté seulement 2 ans avant de rejoindre la Jayco Alula l'an passé. Et là, c'est sa 2e saison du côté de l'équipe australienne pour Mauro Schmid. Et cette saison, outre sa victoire sur la Cadel Evans, on l'a vu aussi faire 2e d'une étape de Paris-Nice. Là encore, c'était une échappée qui était allée au bout, mais c'était Michael Storer qui s'était imposé au sommet d'Oron. Mauro Schmid avait terminé 2e, 20 secondes derrière. Et puis plus récemment, il a terminé 4e d'une classique suisse, le Grand Prix Guy Pingen, une course pour puncher remportée par Nelson Poles. Il est donc à l'avant aujourd'hui, l'ami Mauro Schmid. 3 grands tours dans sa carrière, il a fait 2 fois le Giro, 1 fois la Vuelta et jamais le Tour de France avec, on l'a dit, une victoire d'étape sur le Giro en 2021. Mais il a aussi fait 2e d'une étape du Giro en 2022 et 2e d'une étape de la Vuelta en 2024. C'est donc un bon chasseur d'étapes, même si ça ne marche pas toujours. Il a tendance à bien sentir le coup, à prendre les bonnes échappées. Et puis du côté des monuments, 1 Milan-San Remo, 3 Liège-Bastogne-Liège et un Tour de Lombardie. 5 monuments dans sa carrière. Et le meilleur résultat, il a eu cette année avec une 22e place sur Liège-Bastogne-Liège. Et même s'il a l'habitude de sentir les bons coups, aujourd'hui, ça paraît quand même compliqué. Même s'il a un très bon rouleur avec Sylvain Dillier avec lui, même s'il a l'allemand Jonas Ruch. 1 minute 30 d'avance, encore 100 km à faire. Et un peloton clairement impliqué dans la poursuite. Ça paraît très compliqué pour les 3 hommes de tête. Ah, on y aime ça. Voilà une image qu'on voit pas souvent. Les 3 échappés qui sont bloqués par une barrière devant une voie ferrée. Tout simplement, un train qui va passer et les 3 échappés qui sont bloqués. Pour des raisons de sécurité, ils ne peuvent pas passer. Ils doivent attendre que la barrière se relève. Et voilà, la barrière se relève. Et ils peuvent repartir. Alors, ils ont perdu du temps. Je suppose qu'on va évidemment faire ralentir le peloton aussi pour leur redonner l'écart d'1 minute 30 qu'ils avaient. Parce que sinon, ce serait évidemment pas très très juste. C'est beau, c'est assez typique. La petite barrière qui bloque les coureurs. Ça n'arrive pas souvent désormais. Mais là, c'est arrivé aux 3 échappés qui ont dû s'arrêter et attendre que la barrière se relève pour repartir. Et derrière, on va
faire ralentir le peloton, leur expliquer la situation pour que l'écart d'1 minute 30, au moment où ils passent la barrière, soit redonné aux hommes de tête. Les choses sérieuses vont bientôt commencer à 60 km de l'arrivée. Les 3 échappés qui arrivent au sprint intermédiaire. C'est le sprint où il y a seulement des points pour le maillot de meilleur sprinter à glaner, pas de seconde. Et c'est Jonas Ruch qui, en passant son relais, passe en tête là, à l'instant, bim, devant Maro Schmidt et Sylvain Dillier. Ils s'en sont pas vraiment souciés. Ils ont laissé Jonas Ruch prendre les 6 points, mais sans perturber leur relais. Et ils travaillent évidemment très bien les 3 coureurs ensemble. On a des très bons rouleurs, on le rappelle, avec Maro Schmidt, avec Jonas Ruch, et puis donc avec Sylvain Dillier, l'habituel tueur d'échappés, celui que l'on voit souvent mener le peloton à la poursuite des échappés. En général, il travaille pour Jasper Philipsen ou pour Mathieu Van Der Poel. Aujourd'hui, il est à l'avant. C'est lui qui est dans l'échappée et derrière, il y a le peloton qui travaille pour tuer l'échappée dans lequel il est. Ce n'est que le juste retour de choses. Lui qui en a tué tellement, il doit savoir très bien qu'à l'arrière, ça travaille pour ne pas que ces 3-là aillent au bout. Toujours 1 minute 30, un écart très stable pour ces 3-là. Et désormais, juste après ce sprint intermédiaire, donc ils viennent de franchir, la route va un petit peu monter désormais avec la montée du Guggisberg, 5 km 300 à 4,3% de moyenne. Un col quand même de 2e catégorie, mais pas sûr qu'il soit suffisamment pentu pour qu'il y ait des coureurs qui soient lâchés dans le peloton. Sylvain Dillier qui ne peut plus suivre là le rythme de Maro Schmidt et de Jonas Ruch et qui lâche Sylvain Dillier. Alors est-ce qu'il vraiment il lâche ou est-ce qu'il a compris que ça irait pas au bout? Lui, le si expérimenté coureur, quand il s'agit d'échapper, il a peut-être compris. En tout cas, il n'insiste pas. On a donc plus que 2 hommes à l'avant. 55 km de l'arrivée, 4 km du sommet de cette difficulté. Toujours 1 minute 30 d'avance. Donc la seule chose qui a changé, c'est qu'ils sont plus que 2. Jonas Ruch et Maro Schmidt. Sylvain Dillier vient de se faire distancer. Le sommet pour les 2 hommes de tête du Glucksberg, et c'est Maro Schmidt qui va passer en tête, prendre les 6 points qu'il vient prendre au classement de la montagne. Jonas Ruch, il fait que s'accrocher dans sa roue là, dans cette ascension. Il va certainement l'aider ensuite dans les parties désormais, la descente et les parties un petit peu plus plates. Mais dans l'ascension, il s'est vraiment accroché, Jonas Ruch. Il passe juste derrière, dans la roue de Maro Schmidt. Mais voilà, il n'abdique pas. Si Sylvain Dillier a abdiqué, Maro Schmidt, lui, il continue, il est ambition là. Forcément porté par le public avec son maillot de champion de Suisse sur les épaules. Ça doit aider à être motivé. Et tiens, dans le peloton, Félix Engelhardt qui attaque juste au sommet pour aller prendre les petits points qui restent. Il va même doubler Sylvain Dillier là, qui est en train de se faire reprendre par le peloton. Et il va donc passer en 3e position. C'est bien joué de sa part là. Il a profité de Dillier qui s'est fait distancer pour aller chercher la 3e place au sommet de cette difficulté. La seule de 2e catégorie. Donc à mon avis, il est bien parti pour garder son maillot à la fin de la journée. Elle est plus dure cette seconde difficulté, mais si elle est que de 3e catégorie, elle est beaucoup plus pentue, 7,5% de moyenne sur 1 km 500, des passages à près de 10%. Là, il pourrait y avoir moyen pour les équipes du peloton qui voudraient peut-être lâcher des sprinteurs de passer la seconde là, et on voit d'un seul coup la Tudor en tête du peloton rouler. Eux, ils n'ont pas trop de sprinteurs, ils ont plutôt des punchers avec Hirschi et Alaphilippe. Du coup, ils aimeraient bien lâcher des coureurs comme Pavel Bittner, comme Arnaud Delis, comme Madis Mikkel, comme Henry Houlig. Et du coup, l'écart qui a immédiatement diminué. Plus que 40 secondes d'avance pour les 2 hommes de tête. Et derrière, on voit des coureurs en train d'être distancés. Par exemple, on voit Pelayo Sanchez là pour la Movistar. On a vu Heiko Bastians pour la Soudal Quick-Step. Voilà, le rythme qui est dur. On a vu Petr Kelemen pour la Tudor qui a certainement fini son travail. Et puis en tête du peloton, c'est carrément Marc Hirschi qui roule avec Julien Alaphilippe dans sa roue. Donc là, a priori, on mise la carte Julien Alaphilippe. Pendant ce temps, Maro Schmidt passe au sommet de cette difficulté et il a toujours Jonas Ruch qui s'accroche dans sa roue. Et derrière, on retrouve le même scénario avec Félix Engelhardt qui est toujours là pour défendre son maillot de meilleur grimpeur et qui va prendre le point qui reste au sommet de cette col de 3e catégorie. Il défend joliment son maillot rouge de meilleur grimpeur, Félix Engelhardt. Et là, on a un premier lâché un petit peu important. C'est Jordi Meeus, le sprinter de la Red Bull Boranzro, qui ne peut pas suivre là le rythme mis par la Tudor et qui est distancé en compagnie notamment de Chris Froome et de Rui Costa. On va donc compter sur Danny Van Poppel ou Roger Adria, a priori, du côté de la Red Bull Boranzro. Prescription products require completion of an online medication consultation with an independent healthcare provider through the LifeMD platform and are only available if prescribed. Subscription required. Individual results may vary. Additional restrictions apply at lifemd.com. Read all warnings before using GLP-1s. Side effects may include a risk of thyroid C-cell tumors. Do not use GLP-1s if you or your family have a history of thyroid cancer. Confused on where to start with weight loss medication? See the lowest prices available with or without insurance for Wegovy, Zepbound, and more at trylifemd.com. 95% of LifeMD patients said starting their weight loss journey was simple. Listen to Tara's story
after losing 42 pounds. You just take your shot. It doesn't feel like you're on a diet. What I wasn't expecting it to do was to shut off the food noise. I'd gone from 237 to 195. This was life-altering, and if I can do it, I feel like anybody can do it. Get your free insurance benefits check in minutes right now at TryLifeMD.com. Nearly 96% of patients said they would recommend the LifeMD program to anyone who wants to lose weight. Get started right now at TryLifeMD.com. That's TryLifeMD.com. Allez, on va arriver au kilomètre Tissot. Et là, ça va être un petit peu intéressant, puisqu'il y a donc 1 seconde à prendre pour les coureurs derrière les échappés. Et 2 fois 1 seconde, hein, puisqu'il y a un sprint, puis un autre 1 kilomètre plus loin. Et on voit d'ailleurs la Groupama FDJ là, bien placée en tête du peloton pour peut-être offrir à Grégoire la seconde. Qui est-ce qui est avec lui? C'est Luke Durbridge qui tente de le dépasser, mais c'est tout. Et du coup, c'est Grégoire, parfaitement amené par 4 équipiers de la Groupama FDJ, qui est passé en tête. Il y avait le seul coureur qui est venu lui contester, c'est Luke Durbridge, certainement par procuration pour Ben O'Connor, pour éviter que Grégoire prenne une petite seconde de plus, mais il n'a pas réussi à battre Romain Grégoire. Et c'est donc 1 seconde. Et est-ce qu'il va aller en prendre une deuxième dans le second sprint de ce kilomètre Tissot? On va voir ça. Devant, c'est à chaque fois Mauro Schmid qui passe en tête. Jonas Ruch, j'ai l'impression qu'il passe plus de relais. Il n'y a que Mauro Schmid qui roule. Jonas Ruch, il fait que s'accrocher, il dandine. Il est en sursis. Mauro Schmid, il semble contrebalance un petit peu de ses secondes. Il veut la victoire d'étape. Et allez, et ça enchaîne. C'est pas mal finalement le kilomètre Tissot. J'aime bien. Est-ce que Grégoire va réussir à aller chercher une deuxième seconde? Et cette fois-ci, c'est Félix Engelhardt pour la Jay Colula qui va au lieu de Luke Durbridge, toujours pour travailler pour Ben O'Connor. Et il y a aussi un coureur de la Team Emirates qui tente d'y aller pour empêcher Grégoire de la prendre. Et cette fois-ci, ils ont réussi. Et c'est Félix Engelhardt qui prend cette seconde. Luke Durbridge a failli dans sa mission d'empêcher Grégoire de prendre une seconde. Cette fois-ci, Félix Engelhardt, qui en plus fait des attaques au sommet, il a fait ce sprint et il a réussi. On avait vu Michael Bierg pour la Team Emirates aussi y aller. Là, cette fois-ci, c'était pour Joao Almeida, empêcher Romain Grégoire de le prendre. Et puis, il y a Ben O'Connor aussi qui était là. Félix Engelhardt, il devait tenter d'amener Ben O'Connor, mais Ben O'Connor, il n'a jamais pu doubler son équipier. Romain Grégoire est passé en 4e position de ce sprint, ce deuxième sprint du kilomètre Tissot. On est à 30 km de l'arrivée. Les 2 hommes de tête ont 37 secondes d'avance sur le peloton. Un peloton où on a vu finalement aussi Julien Alaphilippe rouler. Donc si Alaphilippe et Hirschi roulent, c'est peut-être qu'on travaille pour Marius Mayhofer, qui est un petit peu le sprinter quand même de cette équipe de la Tudor. Mayhofer, c'est peut-être lui la carte aujourd'hui du côté de l'équipe suisse. Est-ce qu'il va résister Mauro Schmid dans cette nouvelle ascension, ce nouveau mur, 6% de moyenne sur 1,7 km avec des passages à près de 12%. Il a toujours Jonas Ruch dans sa roue qui ne passe pas à relais, qui ne fait que le suivre. Et il n'y a plus que 22 secondes d'avance sur le peloton. On est à 18 km de l'arrivée. Et ce petit mur, c'est un petit peu la dernière difficulté avant les 5 derniers kilomètres à 3,3% de moyenne. Donc voilà, si on veut lâcher encore d'autres sprinteurs comme Jordi Meus, c'est le moment dans le peloton d'accélérer encore un peu plus. Et Félix Engelhardt, il attaque de loin là pour aller prendre des points. Il amène un petit peu tout le peloton dans sa roue. Il ne faut pas oublier qu'Engelhardt, il est de la Jay Colula, comme Mauro Schmid qui est devant. Et Mauro Schmid qui est tout seul. Ça y est, dans cette ascension, Jonas Ruch a logiquement lâché prise. Mauro Schmid, seul en tête, qui a passé en tête de la difficulté. Mais ouais, Félix Engelhardt, là, il a attaqué. On est à 800 mètres du sommet. Pas qu'il ramène tout le monde sur Mauro Schmid, qui réalise une extraordinaire performance. Il s'est peut-être trompé sur où était la ligne. D'ailleurs, là, il se rassoit un petit peu, Félix Engelhardt. Il s'est trompé. Il s'est trompé, là, je pense. Mauro Schmid, qui passe en tête. Et il n'a plus qu'une dizaine de secondes d'avance sur le peloton, mené par son équipier, du coup, Félix Engelhardt, qui passe en 2e position, qui reprend encore des points pour le maillot de meilleur grimpeur. Mais c'est vrai qu'en fait, ils se sont combattus un peu entre eux, là, Mauro Schmid et Félix Engelhardt, pour le maillot de meilleur grimpeur. Je suis pas sûr que les directeurs sportifs soient très contents de tout ça. Et tiens, allez hop, une attaque là, dans ce sommet. On essaie d'exploser un petit peu la course. C'est Fabio Van Den Bosch pour l'Alpecin de Koenig qui a mis un premier pétard là, juste après avoir passé le sommet de cette difficulté. Il n'y a pas vraiment de descente après, hein. C'est plutôt du plat sur 10 km avant les 5 derniers kilomètres qui eux sont plutôt en montée. Peloton groupé, Fabio Van Den Bosch qui a rejoint Mauro Schmid, mais les 2 hommes qui viennent d'être repris par un peloton très fourni encore, hein. On a vu quelques lâchés comme Jordi Meus, mais la plupart des coureurs sont encore là et donc très certainement la plupart des sprinteurs. On se dérive donc vers un sprint presque massif, même s'il y a une dernière difficulté. On rappelle, elle est qu'à 3% de moyenne. Il faudra juste être très très fort, mais la plupart des sprinteurs devraient pouvoir être là. Pour l'instant, c'est l'IF Education Easy Post qui a pris désormais les rênes du peloton pour mettre le rythme le plus soutenu possible.
Ils ont foi en leur sprinter Mads Mikkels ou Vincenzo Albanese, pourquoi pas. On est désormais à 13 km de l'arrivée. Très beau travail de l'IF Education EasyPost. Là, on a les 6 coureurs de l'EasyPost aux 6 premières places, avec Mads Mikkels en 6e position. Clairement, on travaille pour l'Estonien. Pas très loin, on a la Lotto d'Arnaud Delis qui est toujours là, qui est aussi bien placé. Mais c'est vraiment l'IF qui fait le gros du boulot. Là, on est à 8 km de l'arrivée et on est déjà en mode préparation pour le sprint qui s'annonce. 3 km de l'arrivée et on place tous ces sprinteurs. Danny Van Poppel, Davide Ballerini, Arnaud Delis, Mads Mikkels. On voit Paul Lapera bien placé pour la Decathlon AG2R. Ben Swift pour Ineos Grenadier. Tout le monde essaye de placer son coureur. On a Antonio Morgado pour la Team Emirates aussi qui devrait faire le sprint peut-être. Pour la Movistar, on a aussi quelques coureurs. Est-ce que ça serait peut-être Javier Romo qui a une petite pointe de vitesse? Ils ne sont pas vraiment de sprinteurs quand même. Et attention, une attaque. L'attaque de Jan Christen, le jeune Suisse, lui qui est tombé hier et qui décide de tenter un coup dans ses pourcentages un petit peu pas très pentus, mais quand même. Et il est sorti, il a fait un bel écart immédiatement. Waouh, quelle belle attaque là! Quelle belle attaque de Jan Christen à 2 km 500 de l'arrivée. Et du coup, derrière, on ne sait pas trop quoi faire. C'est l'IF. C'est encore l'IF qui travaille en tête du peloton. Et pourtant, voilà, c'est tout ce qu'il voulait éviter, l'IF, en roulant en tête du peloton. C'était de mettre un gorille pour éviter des attaques. Et ça allait pas assez vite. Et Jan Christen les a complètement surpris en mettant une attaque surpuissante là. Est-ce qu'il va réussir à résister désormais? 2 km. On n'a pas l'air de paniquer derrière. Il n'y a personne qui a suivi son mouvement. On laisse l'IF Education EasyPost travailler encore. Ils ont 4 coureurs aux 4 premières places. Mais pour l'instant, l'écart qui est quand même important, là, il y a au moins 5 secondes. Et la fin est plutôt en descente. Donc s'il arrive à 500 mètres de l'arrivée en tête, il aura gagné. Il a le genou bandé, le coude bandé, couvert de pansements, Jan Christen. Mais il se déchire. On voit sur son visage qu'il est vraiment en souffrance. Allez, il passe la flamme rouge, il a toujours de l'avance. Et on voit l'Ineos Grenadier, ça y est, venir porter main forte là à l'IF. Avec Geraint Thomas lui-même, qui a Ben Swift dans sa roue. La Red Bull Borans Road de Danny Van Poppel aussi bien placée. Là, c'est le moment où il y a des pourcentages les plus durs. Ça va à 5-6% avant la dernière redescente. Mais c'est le moment de réagir. Et là, ça part un petit peu dans tous les coins. Là, il y a des nouvelles attaques avec Quinn Simmons. Il a Julien Lafilippe qui est dans sa roue, qui le suit. Derrière, il y a coureur pour la Groupama FDJ. C'est Lewis Husky qui est là, qui suit. Lafilippe, il peut suivre. Lafilippe qui finalement se laisse avoir. C'est Lewis Husky qui fait la jonction avec Quinn Simmons. Dans sa roue, il a coureur de l'IF Albanese. Et ensuite, on a coureur de la Q36.5. C'est le frère de Jan Christen. C'est Fabio Christen qui est là. Et ça va se jouer entre ces 4-là parce qu'il y a une cassure derrière. Ouais, le peloton n'a pas pu suivre. Et parmi ces 4-là, il y a Albanese qui semble être peut-être le meilleur sprinter. C'est lui qui dépasse. Quinn Simmons qui peut pas. Derrière Lewis Husky, Fabio Christen ne peuvent pas remonter. C'est Albanese. C'est Vincenzo Albanese qui vient s'imposer pour l'IF Education EasyPost. Alors je pense qu'il était plutôt censé être poisson pilote pour Mads Mikkels. Mais il a suivi le gros mouvement de Quinn Simmons qui a tout explosé. Quinn Simmons qui a tout explosé. Julien Lafilippe, premier à suivre. Et ensuite Albanese avec Lewis Husky et avec Fabio Christen sont revenus. Ils ont avalé Jan Christen et ils se sont livrés ensuite à un sprint à 4 parce qu'Alaphilippe finalement a dû se rasseoir. Et c'est Albanese, c'est Vincenzo Albanese qui a fait le meilleur sprint et qui s'impose tout simplement aujourd'hui. Allez, si on regarde le ralenti, le moment où Quinn Simmons lance, c'est bien Julien Alaphilippe qui est le premier dans sa roue. Ils reprennent Jan Christen, Lewis Husky dans la roue de Julien Alaphilippe. Mais Alaphilippe ensuite il se retourne et il dit à Lewis Husky, je peux pas, vas-y. Et Lewis Husky qui fait l'effort, et Lewis Husky qui ramène Albanese dans sa roue, Fabio Christen dans la roue de Vincenzo Albanese, et là c'était fait. Le peloton était derrière, il ne pouvait plus revenir, et Quinn Simmons a continué son effort, et il a un petit peu lancé tout le monde pour le sprint. Il fallait qu'il soit tout seul, Quinn Simmons. Il n'a pas réussi à distancer ces 3-là qui vont le doubler, et Albanese qui a parfaitement fait son sprint, suivant la barrière. Et ensuite les deux coureurs, c'était en plus un virage qui allait un petit peu vers la gauche, il fallait qu'ils fassent un grand tour pour le doubler, et ils n'ont pas pu le faire. Et il s'impose devant Fabio Christen qui vient faire deuxième, et Lewis Husky troisième. Quinn Simmons qui a fait le mouvement décisif vient faire quatrième, et derrière on n'a pas vu le peloton qui termine 50 mètres derrière et qui s'est fait avoir par Quinn Simmons. La victoire d'Albanese, elle doit essentiellement au mouvement de Quinn Simmons. Dis donc, pour un sprinter, Vincenzo Albanese, il gagne pas souvent. Il a 28 ans, et c'est que la 3e victoire de sa carrière à Vincenzo Albanese. Auparavant, il avait remporté le Trofeo Matteotti en 2016, une course italienne
que je qualifierais de presque obscure, et une étape du Tour du Limousin. En 2022, il avait devancé Alex Aramburu et Diego Ulissi sur un sprint massif aussi. Et donc aujourd'hui, 2025, il remporte cette étape du Tour de Suisse. Donc là, c'est vraiment un gros coup pour Albanese, qui n'était pas du tout un des favoris du jour et qui a parfaitement joué le coup en suivant le mouvement de Quinn Simmons. Il s'impose donc devant Fabio Christen, Lewis Hasky, Quinn Simmons, et c'est Danny Van Poppel qui a réglé un petit peu le sprint du peloton juste derrière. La déception pour la Red Bull Boransgro. Alors déjà hier, ils n'avaient personne dans l'échappée. Aujourd'hui, ils se font avoir. Danny Van Poppel remporte un petit peu le sprint, mais pour rien, puisque devant, il y avait 4 coureurs. 6e place pour Paul Lapera, le champion de France, qui a fait un joli sprint. Derrière, on retrouve 2 coureurs de la Bahrain Victorious avec Peyo Bilbao et Nicolo Buratti, et 2 coureurs de l'Alpecin de Koenig avec Gal Glivar et Fabio Van den Bosch, qui complète ce top 10. 11e, Marius Meyerhofer, le coureur de la Tudor, pour lequel Marc Hirschi et Julien Alaphilippe ont roulé toute la journée. D'ailleurs, dans le final, en revoyant le ralenti, j'ai l'impression que Julien Alaphilippe, limite, se relève de manière voulue pour attendre son sprinter et essayer de le ramener sur la tête de la course alors qu'il était en tête de course. C'était pas clair. En tout cas, ça n'a pas marché, ça c'est sûr. Et ben voilà, au final, on a un groupe de 94 coureurs. 94 coureurs qui arrivaient ensemble. Quelques coureurs ont donc été lâchés et perdent un petit peu de temps. Mais aucun coureur du classement général. 2 coureurs n'avaient pas pris part à la course. Aujourd'hui, c'était Anton Palzer, l'Allemand de la Red Bull Boransgro, et Max van der Meulen pour la Bahrain Victorious. Et puis un abandon en cours de course, c'est Filippo Zana pour la Jayco Alula. Alors que le dernier du jour, c'est Pelayo Sanchez, le coureur de la Movistar, qui termine à 11 minutes et 8 secondes du vainqueur Vincenzo Albanese. Classement général, pas de changement. Romain Grégoire a même pris une petite seconde de bonification. Il compte 25 secondes d'avance sur Kevin Vauquelin et 27 sur Bart Lehmann et Julien Alaphilippe. Il compte surtout 3 minutes et 23 secondes d'avance sur Joao Almeida et les autres favoris du classement général. Romain Grégoire qui mène toujours également le classement du meilleur sprinter devant Vincenzo Albanese. Enfin, ils ont le même nombre de points, mais comme il est mieux classé, c'est toujours lui qui est détenteur de ce maillot. Kevin Vauquelin est 3e au classement de la montagne. Félix Engelhardt s'est bataillé avec son équipier Mauro Schmidt, et c'est Engelhardt qui est leader avec 15 points devant Schmidt, 12 points, et Kevin Vauquelin, 7 points. Classement du meilleur jeune, pas de changement. Romain Grégoire devant Kevin Vauquelin et Pablo Castrillo. Demain, nouvelle étape vallonnée, mais nouvelle étape qui devrait permettre, je pense, à Romain Grégoire de garder son maillot jaune. C'est un peu comme aujourd'hui, c'est plutôt plat au début, avec quelques petites ascensions, mais non répertoriées. Et il faut attendre. Alors aujourd'hui, il fallait attendre 117 km pour avoir un premier point important. Demain, il faudra attendre 131 km pour voir le premier point important avec le kilomètre Tissot. Ensuite, il y aura le sprint intermédiaire. Et puis ensuite, ce sera le début des ascensions. Mais alors, compris, le début des ascensions, ça sera déjà la fin de l'étape. Et avec notamment un col de 2e catégorie de 5 km à 6% qui s'enchaînera avec un col de 3e catégorie de 2 km à 7%. Et ensuite, on aura quelques kilomètres de plat avant un final un petit peu comme aujourd'hui. Non, plus pentu quand même. C'est 3 km, mais c'est 5,3% de moyenne. Donc là, pour les sprinteurs, ça va être un peu dur quand même. Ce sera plus pour les vrais punchers qui pourront s'imposer demain. Mais on n'est pas encore dans de la haute montagne, donc on attend un groupe plutôt conséquent sûrement à l'arrivée demain pour la 3e étape de ce Tour de Suisse. Salut à tous, salut à toutes. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.